Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau quart d'heure économique, ce double quart d'heure économique désormais, toujours en compagnie de Gilles Ravoux, maître de conférence en économie à Paris 8, Saint-Denis. Et de Benjamin, oui, dont on ne parle pas assez cette émission. C'est dingue ça. Non, c'est vrai. Et nous sommes toujours aussi chanceux d'être accueillis par la Maison de l'Île-de-France à la Cité internationale universitaire de Paris, donc merci à eux. Merci. Dans l'actu de cette semaine, deux choses qui nous ont marqué, Gilles et moi. D'abord, les Français doivent-ils travailler davantage? C'est en tout cas le sens d'une étude publiée par l'Institut Rexecode, qui nous dit même que si nous nous alignions sur la moyenne européenne, eh bien la France gagnerait jusqu'entre 3 et 6% de PIB supplémentaire. Donc on va discuter de cela avec toi, Gilles. Deuxième actu, le revirement spectaculaire de nos voisins outre-Rhin, puisque la nouvelle coalition allemande vient d'annoncer un plan de relance colossal de 500 milliards d'euros. Donc, pourquoi c'est une première dans ce pays? C'est l'Allemagne qui découvre Keynes quasiment un siècle après. C'est bon. C'est bien. Ils sont un peu lents. Mieux vaut tard que jamais. C'est bien. Alors, évidemment, est-ce que c'est une bonne réponse au marasme outre-Rhin et quelles conséquences sur nos économies, l'économie européenne et même nationale? Et puis, bien sûr, cette semaine, le courrier du cœur, comme chaque semaine, des infos insolites ou plutôt de la lecture. Je crois que tu es venu avec. Tout à fait. Bon, on verra ça en fin d'émission, mais oula, t'as le petit livre. C'est pas le petit livre rouge, mais le petit livre orange. Non, c'est cette très belle collection que j'ai lu depuis mes années étudiantes. La République des idées au seuil. Je rêve de publier dedans. S'ils nous regardent, appelez-moi. Voilà. On en parle tout à l'heure. On commence avec d'abord cette étude de l'Institut Rexecode qui dit plusieurs choses. D'abord, trois choses. Notre taux d'emploi est de 59% au lieu de 61% en moyenne dans l'Union européenne. L'Institut dit aussi, avec 673 heures travaillées par an et par habitant, la France se situe bien en deçà des 750 heures de la moyenne européenne, de la Suède ou de l'Allemagne. Et enfin, troisièmement, l'Institut, proche des milieux patronaux, il faut quand même le préciser, enfonce le coup et dit, si l'on travaillait plus, si les Français travaillaient plus, nous gagnerions en PIB de 3 à 6% en plus, selon les faits estimés sur la productivité. Donc, on va reprendre là-dessus, parce que de quoi parle-t-on exactement? Il y a parlé de taux d'emploi, il y a parlé de temps de travail, il y a parlé de gains de PIB. Alors l'idée de base, elle est très intéressante, c'est de dire, on sent qu'on est coincé, donc il y a cette fameuse idée qu'il faut dépenser plus pour l'armée, en gros 10 milliards de plus par an, ces 10 milliards on ne les a pas, puisque l'État est endetté. Donc les mauvais choix, c'est soit on augmente les impôts, soit on augmente la dette, soit eux, ils disent, en fait, tout ça, c'est des solutions, disons, de deuxième choix. Le premier choix, c'est de revenir à la base de l'activité économique, c'est la création de richesses. Évidemment, si le gâteau est plus grand, si le PIB est plus élevé, eh bien, on pourra faire plein de choses. On pourra avoir des services publics, de la santé, de l'éducation et des armes pour les militaires. Alors, comment on fait pour faire jusque-là, on est plutôt d'accord, même si la contrainte écologique fait qu'augmenter la production, c'est quand même pas une super idée à long terme, mais on va laisser tomber ça pour aujourd'hui. Donc la deuxième étape, c'est de dire pour eux, la principale façon d'augmenter le PIB, c'est que les gens travaillent plus, et donc ils font des comparaisons internationales. Et c'est là qu'on va rentrer calmement dans les détails pas à pas, c'est que la première chose où moi je ne suis pas d'accord avec eux, c'est qu'ils reprennent le taux d'emploi de 15 à 64 ans. Alors attends, là aussi pour être très précis, le taux d'emploi c'est quoi? Et encore une fois, tu le dis, c'est de 15 à 64 ans pour l'Institut Rexecode, attention. Alors ce qui est intéressant, c'est que le taux d'emploi, c'est une statistique à laquelle on n'est pas habitué au niveau national et qui est très très utilisée dans les comparaisons internationales. Et cette statistique notamment guide absolument, c'est sans doute la première statistique qui guide l'action d'Emmanuel Macron depuis qu'il est au pouvoir. C'est de comparer justement le taux d'emploi français qui est plus faible que le taux d'emploi dans les autres pays européens, qui est beaucoup plus faible qu'aux États-Unis. Et donc Emmanuel Macron, toutes ses réformes, la réforme de l'assurance chômage, plus de gens qui travaillent, la réforme de retraite, plus de gens qui travaillent, toujours c'est accroître le taux d'emploi. Alors tu n'as toujours pas dit ce que était le taux d'emploi. Parce que j'ai un petit effet waouh, et donc je vais te le faire maintenant. Donc je suis allé sur la page Statistics Explain de Eurostat, et donc je te donne donc le taux d'emploi, c'est le ratio entre le nombre de gens qui travaillent et la population totale. Donc dans la population totale, il y a actifs, inactifs, les personnes qui sont handicapées, les personnes qui sont malades, les personnes qui ne veulent pas travailler, tout le monde. Voilà, c'est toute la population. Donc l'idée, c'est de dire dans un pays, dans une certaine tranche d'âge, qui travaille et combien de temps les gens travaillent. Et donc ensuite, je peux diviser ce nombre d'heures de travail par la population totale. Il faut que je choisisse une tranche d'âge. Donc là, ils retiennent 15-64 ans. Donc ça, on a compris. Maintenant,
En fait, là où c'est difficile, c'est que la population totale, on la connaît précisément. Et en fait, qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui travaille? En fait, ça c'est une question très très compliquée. Et donc, je te lis la définition d'Eurostat. L'emploi, je vous le fais en français, hein, parce qu'évidemment la page n'existe qu'en anglais. L'emploi couvre les personnes qui, au cours de la semaine de référence, ont effectué un travail, même pendant 1 heure seulement, contre rémunération, profit ou gain familial. Donc, pour être compté en emploi par l'Eurostat, il suffit, au moment où ils font leur enquête, qui va interroger plusieurs dizaines de milliers de personnes dans les différents pays européens, on te demande, par exemple toi, Benjamin, est-ce que tu as travaillé la semaine dernière? Benjamin, oui. Oui, énormément. Énormément. 3 heures, c'est ça? Tant et temps. Voilà, 3 heures, voilà. On va tuer en emploi. Et donc, ça nous amène à la question énorme sur laquelle Rexecode est un peu malinou, et pas totalement honnête, même si je les aime beaucoup et je dialogue avec eux sur Twitter très souvent, c'est que ce qui compte, c'est le temps de travail. Donc, je vais donner un exemple. Donc, moi, j'ai pris les taux d'emploi 20-64 ans parce que je ne travaillais pas quand j'avais 15 ans, ni 16 ans, ni 17 ans, et je ne trouve pas ça très juste. Quand même, 15-64 ans, ça veut dire que si tu ne travailles pas, d'accord, pendant 49 ans de ta vie, tu fais baisser le taux d'emploi défini par Rexecode. De fait. Je ne sais pas si les gens de Rexecode ont travaillé de 15 ans à 64 ans, si leurs enfants travaillent de 15 ans à 64 ans, bref. Donc j'ai pris 20-64 ans. Là, qu'est-ce qu'on constate? Il y a 3 groupes de pays. Il y a en gros les pays nordiques, où le taux d'emploi, donc sur 20-64 ans, est supérieur à 80%. Les champions d'Europe, c'est les Pays-Bas, ils sont à 83%. Ensuite, on a la Suède, 82%. L'Allemagne aussi, presque 82%. Ensuite, on a la moyenne européenne, 75-76%, qui est la moyenne de l'Union européenne, moyenne de la zone euro. C'est la France, 76%. Et ensuite, il y a des pays plus nuls que nous, c'est toujours important de le rappeler. La Belgique, qui est en dessous, qui est à 72-73. L'Espagne, sur aussi 72. Puis l'Italie aussi, qui est très faible, à 71%. Donc, je vois déjà, c'est que sur cet indicateur-là, la France est dans la moyenne. Donc, il n'y a rien à voir honte. Et j'ai lu le document de travail de Rexecode, qu'on va évidemment mettre, qu'ils ont mis en libre accès. Merci beaucoup à eux, c'est un énorme travail. Quand on lit leur document de travail, on voit que c'est très compliqué de faire des comparaisons internationales de temps de travail. Ils le disent très honnêtement, leur truc est super intéressant si vous aimez réfléchir à la façon dont les chiffres sont produits. Et là, donc, ils arrivent au vrai indicateur, qui est le nombre d'heures travaillées en moyenne par personne de 20 à 64 ans, divisé par la population totale. Et donc là, le chiffre pour la France, c'est 1100 heures, qui donne dans ce document de travail. Ouais. Ce n'est pas le chiffre que tu avais, parce que toi, c'était le chiffre par rapport aux gens qui travaillent. Mais là, ils prennent d'accord le nombre d'heures totales travaillées, divisé par la population totale. Ouais, et eux sur 15-64 ans. Bref. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que ce nombre d'heures, c'est quasiment le même en France et aux Pays-Bas. Donc, on a 2 indicateurs, moi j'adore ça, qui nous disent 2 choses très différentes. Ah oui, non, ouais, je regarde le taux d'emploi. Pays-Bas, 83%. France, 76%. Énorme écart. Ça, c'est pour le taux d'emploi. Voilà. Je regarde le nombre d'heures travaillées par habitant. France, c'est 1100. Et Pays-Bas, c'est 1130. Donc c'est presque pareil. Quelle explication? C'est que le temps partiel est extrêmement développé aux Pays-Bas. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, vu qu'il suffit d'avoir travaillé 1 heure par semaine, et bien voilà. Et donc, cette mesure-là est très discutable. Et donc, en fait, quand on prend tout bien en compte, j'ai discuté avec Olivier Redoul qui m'a fait la gentillesse. Olivier Redoul qui est l'auteur de l'étude. Non, ce n'est pas l'auteur de l'étude. C'est pas l'auteur, c'est lui qui dirige le c'est peut-être lui, pardon. Ouais, attention. Attention. C'est ça. C'est peut-être, je ne sais pas. Tais-toi. Ouais, je me tais. Ouais. Voilà, il m'a répondu, on discutait très gentiment, et il a reconnu que ma critique était juste. Puisque je ne fais que lire leurs documents. Et en fait, il n'y a que 2 pays où vraiment il y a une différence par rapport à la France. Donc voilà, il faut vraiment qu'on ait une discussion honnête là-dessus. C'est l'Allemagne et la Suède, où là, effectivement, il y a 100 heures d'écart. C'est-à-dire que les Allemands travaillent 100 heures de plus que nous. Ouais. Et quel autre pays, pardon? Les Suédois. Les Suédois, combien? Et surtout les Suédoises, d'ailleurs, surtout parce que le taux d'emploi des femmes est très élevé en Suède, notamment grâce au service public. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion? Enfin, conclusion, il n'y a pas de conclusion. Si, la première conclusion, c'est qu'en fait, contrairement à tout un discours politique, pour le coup, qui est très facile, sur lequel les Français ne travaillent pas, les Français travaillent beaucoup moins que les autres Européens, c'est faux. On est totalement dans la moyenne. Mais ça veut dire peut-être que si les Français travaillent autant, il n'y a peut-être pas assez de Français qui travaillent. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on on pourrait travailler plus. Mais là, travailler plus ou est-ce qu'il faudrait que les Français travaillent plus ou est-ce qu'il faudrait, si d'ailleurs il faudrait, je ne sais même pas, voilà, c'est ça, qu'il y ait plus de Français qui travaillent, ce qui n'est pas la même chose. C'est ça. Alors justement. Alors déjà, je vais faire mon petit pénible. Moi, j'aime bien rappeler que ce n'est pas les Français qui travaillent, c'est les gens qui habitent en France, parce qu'il y a des étrangers. Tout à fait. Et que, donc, même le terme de français que j'ai utilisé depuis le début, ou d'allemand, ou suédois, en fait,
en fait assez problématique parce que quand même, ça invisibilise les travailleurs étrangers qui payent leurs impôts, leurs cotisations sociales. Donc ça, je pense, c'est un petit problème qu'on a dans le langage, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je suis vraiment très choqué en fait comme économiste de cette insistance sur la quantité de travail, parce que c'est un raisonnement qui n'est pas du tout un bon raisonnement d'économiste, parce que la raison de la richesse depuis 2 siècles, c'est la productivité. Alors, on va revenir sur ce, parce que c'est vraiment central chez toi, la productivité, et tu vas aussi nous la définir. Mais encore une fois, sur ce qu'on vient de se dire, c'est-à-dire les Français vivants, par rapport à la question qu'on s'est posée, est-ce qu'ils travaillent assez comme nous dit le... Enfin, visiblement, les codes ils ne travaillent pas assez. En fait, la question, c'est pas ils ne travaillent pas assez, mais peut-être qu'il n'y en a pas assez non plus. Qui sont au travail. Non plus. Non, pour moi non plus. La seule chose qui compte, et en fait, on le sait tous dans notre travail, il y a des gens qui servent à rien au travail. Il y a des gens dans mon université qui sont payés, qui m'empêchent de travailler. Ça s'appelle la bureaucratie. Il y a des gens, j'aimerais qu'ils ne travaillent pas, parce qu'ils font souffrir d'autres personnes, ils produisent des choses inutiles. La seule chose qui compte, c'est la qualité du travail, ce qui est exactement la même chose que sa productivité. Alors, qu'est-ce que c'est là? Et donc, le concept de productivité qui est au cœur. C'est très simple, c'est l'efficacité. Et vraiment, je ne sais pas comment le dire autrement, ça va être un de mes combats de ma vie, c'est quand Adam Smith, il écrit La richesse des nations en 1776, tu te rappelles, on y était, il dit, qu'est-ce qui fait la richesse des nations? C'est la productivité. Et je vous conseille de lire le début de La richesse des nations qui est très clair, il nous dit, c'est la division du travail, mais le progrès technique qui fait la productivité. Et la productivité, ça fait la richesse des nations. Et qu'est-ce que c'est que la productivité? Merci, s'il te plaît. Excusez-moi, je te vois. C'est la production divisée par le nombre d'heures de travail. Donc, tu es très productif si tu produis beaucoup de richesses en très peu de temps. Et donc, comment est-ce qu'on augmente la productivité? Par l'innovation, par le progrès technique. Et on voit bien que l'échec total de la réindustrialisation de la France, c'est parce qu'on n'est pas bon techniquement, parce que nos ingénieurs sont à l'étranger, parce que les 3 derniers prix Nobel de physique français travaillent tous à l'étranger. Et je dis ça très sérieusement et très tristement, Emmanuel Macron, quand il arrive en 2017, qui dit qu'on va devenir une nation innovante, une nation start-up. Moi, je suis dans une université, ça aurait dû changer ma vie. J'aurais dû voir les liens avec les entreprises, j'aurais dû voir tout un écosystème d'innovation se mettre en place. Ça n'a pas été le cas. Et donc, je me permets, d'insister là-dessus, toute cette erreur, je pense, énorme, intellectuelle de Rexecode, et aussi de toute une droite, pour être très clair là-dessus, sur la quantité de travail, sur botter les fesses des citoyennes et des citoyens par la baisse des droits au chômage, par la baisse des droits à la retraite, par la baisse des droits sociaux, par les 15 heures qui auraient ça, cette obsession de foutre les gens au travail est une énorme erreur économique, parce que la seule chose qui compte dans un pays riche comme le nôtre, c'est la qualité du travail. Et là, ça renvoie évidemment à des questions beaucoup plus difficiles de formation. Et surtout, on voit bien sur le plan normatif, donc là je sors de mon rôle d'économiste, mais je le dis quand même, sur le plan normatif, quand tu insistes sur la quantité de travail, en gros, c'est aux gens ordinaires de se botter le cul. Quand tu parles de la qualité du travail, 90% des gens en France sont salariés. C'est-à-dire que leur emploi leur est donné par quelqu'un d'autre. Eh bien, ces gens-là, si on veut qu'ils soient plus productifs, la responsabilité c'est qui? C'est l'État et c'est les dirigeants d'entreprise. Tu reviens à l'étude de Rexecode, on a bien compris. Excellente étude, je conseille vraiment la lecture. D'accord, en tout cas, elle est très honnête. Voilà, c'est un vrai document de travail très intéressant. Donc tu pondères leurs résultats, tu pondères dans un indicateur, en tout cas tu remets en cause dans un indicateur. En revanche, est-ce que le lien qu'ils font entre quantité de travail produite et gain, si je veux dire, de PIB, c'est-à-dire augmentation du PIB, est-ce que ce lien-là, tu le valide, si je veux dire. Il existe. Donc, encore une fois, leur raisonnement qui est de dire... Il y a plus de gâteaux si on travaille plus. L'idée d'avoir plus de gâteaux, évidemment, ça c'est la base de l'économie. D'accord. Mais moi, je me rappelle quand j'étais lycéen, justement, on se moquait, je me rappelle très bien de mes cours d'histoire, j'avais un prof fantastique en terminale, il disait, l'économie soviétique, c'est ce qu'on appelle une économie extensive. C'est-à-dire que, comme l'économie soviétique manquait beaucoup de machines, l'exemple de l'agriculture, c'était, on va produire plus dans les champs en Union soviétique, justement en mettant les gens au travail de façon un tout petit peu forcée. Et la productivité est faible, mais la production augmente parce que chacun se tue au travail en bossant 100 heures par semaine. Et on disait, en gros, ça c'est débile, ça c'est un truc de pays pauvres, en fait, de pays pas développés. Et le truc intelligent, c'est la croissance intensive. On donnait l'exemple des États-Unis où l'innovation fait que tu as des immenses tracteurs aux États-Unis et que là où tu as littéralement 100 personnes qui bossent en Union soviétique à l'époque, eh ben, tu as un mec sur son tracteur aux États-Unis. Et on voit bien que, encore une fois, ça entraîne un désastre écologique, mais vraiment, j'insiste là-dessus, le cœur de la richesse, c'est la productivité. Et par exemple, j'ai été frappé par l'échec de la faillite
de l'entreprise de batterie électrique Northvolt en Norvège, qui était l'entreprise la plus avancée en Europe, qui a investi des milliards d'euros, et ils ont fait faillite parce qu'ils n'y sont pas arrivés sur le plan technique. Et donc, c'est pour ça que je suis obsédé par la question de la productivité, parce que ça amène des problèmes qualitatifs qui sont extrêmement durs à résoudre et sur lesquels il faut travailler. Et donc, évidemment, c'est beaucoup plus facile pour les paresseux que nous sommes tous, d'économistes, de journalistes ou de politiques, d'aller beugler en disant « il faut que les Français travaillent plus ». Et je rappelle juste pour terminer qu'il y a plein de gens qui aimeraient bien travailler plus, qui ne peuvent pas le faire, notamment les femmes, pour des problèmes de garde d'enfants. Il y a plein de gens qui aimeraient pouvoir aller chercher un boulot qu'ils ne peuvent pas prendre parce que le logement est trop élevé, comme le savent tous les praticiens de l'emploi. Si on veut vraiment augmenter l'emploi en France, c'est très compliqué. Mais d'ailleurs, l'Institut Rexecode, l'augmentation du PIB lié à une plus grande quantité de travail, nous dit Rexecode, ça va dépendre de l'effet estimé sur la productivité. Donc, c'est ça. Il rend hommage au fond à ton concept de productivité. On l'a bien compris. Et cette productivité, on l'a là aussi bien compris, elle dépend de la recherche, la R&D, enfin en tout cas de l'État, des impulsions qu'il donne à la recherche et en tout cas à l'innovation technologique. Ça, ce qui fait la transition avec notre deuxième sujet. Quel génie. Quel génie. Puisqu'on va parler de cousins outre-Rhin qui viennent de casser un tabou, puisque la CDU et SPD, surtout le chancelier, le futur chancelier Merz, souhaite lancer un plan de relance de 500 milliards d'euros. Alors, tu l'as dit, je l'ai dit, pardon, c'était un tabou, parce que jusqu'ici, ils étaient quand même abonnés à l'orthodoxie budgétaire. C'est même inscrit, je crois, si j'ai bien compris, dans la Constitution depuis 2009, il y a un mécanisme qui limite les déficits budgétaires. Donc, il faut être très précis, donc, revenons là-dessus. Donc, je fais des petites recherches. Le frein à la dette, ça date de 2009. C'est ça. Ça a été effectivement un changement à la Constitution. Et donc là, on peut tout de suite le dire. Donc là, on va articuler les éléments politiques et économiques. C'est qu'en Allemagne, si le chancelier qui effectivement n'a pas encore pris ses fonctions, c'est très important. Alors là où on parle. À l'heure où on parle, oui, mais je vais revenir après, c'est très important. Pour faire ça, ça nécessitera un changement constitutionnel, ce qui nécessite donc une majorité de 2/3 des voix au Bundestag, l'équivalent de l'Assemblée nationale, et au Bundesrat, représentant des Länder, qui est un peu l'équivalent du Sénat chez nous. Et donc en 2009, il y a eu ce changement constitutionnel avec cette idée de frein à l'endettement, avec un déficit budgétaire qui est quasiment interdit en Allemagne. Donc le texte prévoit qu'il est limité à 0,35% du PIB par an. D'où vient ce chiffre, je ne sais pas. Si quelqu'un sait, ça m'intéresse. Alors pourquoi 2009? Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, c'est suite notamment à la réunification allemande, qui a fait beaucoup augmenter la dette publique de l'Allemagne. Et puis aussi la crise de 2008. Et à ce moment-là, j'ai découvert ça, c'est très rigolo. La dette publique en Allemagne sur le PIB, c'est 80%. C'est exactement le niveau de la France. À ce moment-là. En 2009. On est quand même très très loin des 60% exigés par Maastricht. Oui, c'est ça. Tout à fait, monsieur. Donc, vous êtes très fort, exactement. Et donc, la courbe est incroyable, on mettra aussi le lien. C'est qu'en 2009, la loi est donc 80%, comme tu l'as très bien dit, on est très très loin des 60% imposés par nos chers amis allemands à Maastricht. Donc là, ils sont cohérents avec eux-mêmes. Et là, le taux s'effondre année après année, à tel point, là, ça diverge mais totalement en 2009 entre les deux pays. Aujourd'hui, le taux d'endettement public en Allemagne, c'est 63% du PIB. On est presque à Maastricht. Alors qu'en France, c'est 110. 113%. Donc vraiment, on a un effet comme ça entre les deux courbes. Donc ils veulent revenir là-dessus. Et donc pourquoi? Alors, il y a un contexte. Ils découvrent Keynes en 2025. Donc les Allemands n'ont jamais été keynésiens. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais, c'est ça important quand même. Est-ce que c'est une première? C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais fait de plan de relance de cette... Absolument jamais. Et en fait, c'est là la très grande incompatibilité des économies françaises et allemandes. C'est qu'il y a 4 moteurs à la croissance. Donc si on prend l'économie d'abord privée, il y a la consommation des gens, l'investissement des entreprises, on appelle la demande interne. Ensuite, les exportations, donc ça c'est la demande externe. Donc consommation, investissement, exportation, demande interne plus demande externe, tout ça c'est la demande privée, c'est l'économie spontanée. Et le 4e moteur, c'est la demande publique, les achats publics. Donc on a 4 moteurs à la croissance. Et là ils sont quoi? Ils sont en panne en ce moment en Allemagne. Et l'Allemagne depuis le 19e siècle, le moteur de la croissance allemande, tout le monde le sait, c'est les exportations. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il se passe que l'économie allemande est à l'arrêt. Son PIB actuel, depuis combien de temps? Depuis 2 ans. Son PIB actuel est plus faible qu'en 2019. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé 3 choses. La première chose, on le sait, c'est la concurrence chinoise, qui fait que l'Allemagne, en fait, les Chinois ont pris des parts de marché aux Allemands dans tous les secteurs. À l'extérieur.
à l'extérieur. Donc, ça réduit la demande aux entreprises allemandes. Deuxième choc, le gaz russe, qui a fait exploser les coûts de l'industrie allemande, puisque l'industrie lourde utilise énormément de gaz en Allemagne, et donc les coûts de production ont explosé. Et en fait, la double, je dirais, goutte de schnapps qui a fait déborder la bouteille allemande, c'est les États-Unis, avec un double effet. Le premier effet, c'est les droits de douane américains. Donc, tu es l'industrie allemande, d'accord? Du premier mandat américain. Ouais, c'est ça. Non, enfin, ouais, pardon, l'année, oui. Parce que là, le 2 secondes, on ne peut pas dire qu'il ait déjà des effets alors qu'il vient de. L'annonce, c'est quand même. Tu es l'industrie allemande, d'accord, il y a 10 ans, tu exportes énormément, notamment en Chine. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'Union européenne n'a jamais mis de droit de douane sur les importations chinoises. C'est à la demande des industriels allemands, parce que la Chine, c'était leur premier marché. Et donc, par crainte de mesures de rétorsion, ils disaient, nous les amis, mais oui, comme on exporte à mort en Chine même, vous allez être gentil avec les Chinois, et donc vous n'allez pas les embêter avec des droits de douane. C'est pour ça qu'on a laissé crever, notamment l'industrie des panneaux solaires en Europe. D'accord, donc là maintenant ils sont morts d'un peu. Il y a 10 ans, je te fais le modèle allemand, il y a 10 ans, c'est juste le bonheur, c'est-à-dire que tu sous-traites vers les pays d'Europe centrale et orientale, pas cher, la Roumanie, la Pologne, la République tchèque. Tu as le gaz russe, pas cher du tout. Là, tout va bien. Tu exportes un maximum en Chine. 10 ans plus tard, oui, tu as tous les. Enfin, tout est cassé la gueule. C'est comme si l'Allemagne, c'est comme si l'Europe avait été conçue pour l'Allemagne. Enfin, en tout cas, on sent que. Non, pardon, non, mais. Non, mais. C'est dans la boîte. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'on comprend bien, en t'écoutant, que l'Europe, le modèle économique européen, en tout cas. Il est parfaitement cohérent avec le modèle allemand. Oui, c'est ça. Si je te suis bien. Et donc, tu as les 3 piliers exportation en Chine, matières premières venant de Russes, pas cher, et exportation aux États-Unis. Les 3 sont cassés la gueule. Les 3, il leur reste plus rien. Donc, donc on en est là. Plan de relance 500 milliards. En quoi va consister ce plan? Parce qu'il faut quand même juste avoir à l'esprit, c'est quoi? C'est pour les infrastructures, c'est pour. Alors, ça c'est très intéressant. Donc, quels sont les autres? Alors, juste d'abord, pour revenir sur le modèle économique, on a dit qu'il y a 4 moteurs de la croissance. Donc, eux, le modèle d'exportation, il est cassé. Donc, qu'est-ce qu'il leur reste? La demande interne. Consommation des ménages. Les Allemands sont vieux, ils ne consomment pas, donc ça ne marche pas. Qu'est-ce qui reste? L'investissement. Il ne reste que l'investissement public. Donc tu es obligé de faire l'investissement public. Alors, sur le plan politique, comment ça a été obtenu? Par un accord très malin. Donc la droite, CDU-CSU, eh ben, elle veut des armes. Le SPD, il veut des écoles, des routes, etc. Donc ils se sont mis d'accord. Donc c'est un grand plan de relance sur les infrastructures. Et donc il y a 2 aspects. Donc je ne vais pas du tout se taire, mais les économistes allemands parlent d'un double bazooka. Donc il y a 2 mesures qui sont prévues. C'est premier truc, on supprime donc le frein à l'endettement, on l'a dit, réforme constitutionnelle, et par ailleurs on crée un fonds spécial donc d'investissement de 500 milliards pour l'armement et les infrastructures. Là où c'est très intéressant, c'est que cette majorité des 2 tiers, ils peuvent l'obtenir maintenant dans le Bundestag actuel, qui n'a pas encore été changé par les élections. Voilà. Alors que, comme c'est absolument dingue, vous savez qu'en Allemagne, pour être élu, il faut passer la barre des 5%. La question du frein à l'endettement était déjà majeure dans la coalition précédente au pouvoir en 2024, qui était notamment une coalition entre les Verts, ce qu'on appelle le FDP en Allemagne, qui est un parti très libéral, et le Parti social-démocrate. Aux dernières élections, le FPD est passé, je crois qu'ils avaient 90 élus, ils sont passés à 0, parce qu'ils n'ont pas atteint la barre des 5%. Le SPD a perdu des élus, et la droite en a gagné quelques-uns, mais le grand vainqueur de l'élection, comme partout, c'est l'extrême droite, l'alternative pour l'Allemagne, l'AfD, qui maintenant a, je ne sais plus, 150 députés, quelque chose comme ça. Bon, mais tu veux en venir où? Ce que je veux dire, c'est que donc là, on est au cœur de l'actualité, donc restez stay tuned, restez abonnés, comme on dit, restez à l'écoute, comme on dit aux États-Unis. C'est que donc là, il se précipite, le camarade Hertz, c'est ça? Merz, voilà, pour en fait, il voudrait obtenir donc la révision constitutionnelle maintenant, alors qu'il n'est pas encore chancelier, grâce à l'actuel Bundestag. Oui. D'accord. Bon, parce que ça c'est la limite de la cuisine, mais qui n'est pas inintéressante, mais et je ça crois nous éloigne un peu de l'économie. Tout à fait, mais c'est juste pour dire que je crois que le Bundestag, là, actuel, il est en vigueur jusqu'au 17 mars ou quelque chose. Donc ça va se jouer ce jour-ci. Et donc ça explique pourquoi il s'est précipité pour faire son annonce. C'est ça que je veux dire. Voilà. D'accord. C'est ça. Et c'est passionnant, d'accord. C'est ça. Et aussi, son annonce, évidemment, le truc déclencheur, j'ai oublié l'essentiel, c'est le clash à la Maison-Blanche entre Zelensky et Trump, où là, ils se disent, non seulement les Américains nous mettent des droits de douane, enfin veulent nous en mettre, tu as tout à fait raison, c'est pas encore fait, mais en plus, ils nous lâchent sur le plan militaire. Et donc la panique totale, et donc tout ce qu'on a expliqué, tout s'accélère à ce moment-là, avec cette date butoir de faire voter la révision constitutionnelle avec le Bundestag et le Bundesrat actuel, où l'extrême droite est beaucoup moins forte. Et donc l'idée,
je finis juste, pour qu'ils y arrivent malgré tout, il faut avoir les 2 tiers. Donc il faut avoir les voix du SPD, Parti social-démocrate, de la CDU, et du vert, des démocraties chrétiennes, et voilà, et suffisamment de verts. Et donc là, grosse négociation, et donc évidemment les verts font monter les enchères sur l'écologie. Donc là, ça discute sec en Allemagne, hyper intéressant. Génial. Quelles peuvent être les conséquences pour alors l'économie européenne en général, et puis même l'économie française, puisque je crois savoir que l'Allemagne est notre premier partenaire commercial, donc on imagine que ça va avoir des conséquences a priori positives. Alors très rapidement, le premier effet que ça a eu, qui est négatif pour l'économie française, c'est que cette hausse de l'endettement a fait augmenter les taux d'intérêt sur les dettes en Europe, et donc ça augmente le coût de financement des dettes. Ça c'est momentané ou tu crois que c'est... On ne sait pas. En tout cas, ça a eu ça comme effet. Pourquoi ? Parce que l'annonce de l'endettement, ça fait qu'on sait qu'il va y avoir de plus en plus d'obligations allemandes qui vont être émises. Et bon, je n'ai pas le temps d'expliquer, mais il y a un lien inverse entre le cours des obligations et les taux d'intérêt. C'est-à-dire que les obligations allemandes qui s'échangent sur les marchés financiers, leur cours a baissé parce qu'il va y en avoir plus. Et quand le cours d'une obligation baisse, son taux d'intérêt augmente. Et quand le taux d'intérêt des obligations allemandes augmente, comme c'est le plus bas dans la zone euro, ça pousse à la hausse les taux d'intérêt de tous les autres pays qui sont au-dessus, dont la France. Moi je pensais que c'était parce que les emprunteurs cherchaient plutôt à acquérir des obligations allemandes et donc du coup se détourner des obligations d'État françaises, mais pas du tout. Ça peut être ça, si ça peut jouer aussi. Il va y avoir plein d'effets. Donc voilà. Là, pardon, reviens sur le fil, excuse-moi. C'est ça. Et le truc qui serait chouette, évidemment c'est ce qu'essaye de faire Emmanuel Macron et qui peut avoir lieu, c'est que comme la France est la première puissance militaire européenne, on est le deuxième, ça c'est quand même magnifique, hein, quel beau pays, on est le deuxième exportateur d'armes au monde derrière les États-Unis, je veux dire, vive la France. Je ne le relance pas. Et donc, ce qui serait hyper coolos, ça serait que les Allemands achètent des armes françaises. Vu tout ce qu'on achète aux Allemands depuis 50 ans, je pense qu'ils peuvent nous acheter des armes. Je sais pas comment. Parce qu'on a l'impression que tu fais la. Je sais pas comment on dit. Tu fais la. Voilà, c'est ça. Ouais, mais j'ai un petit contrat. C'est une vidéo sponsorisée. J'ai un petit contrat avec la. C'est un placement de produit. Un petit placement de missile. Voilà, on y va. Donc, chers amis allemands, achetez français. Donc on a bien compris un effet négatif dans un premier temps sur le marché obligataire et ensuite plutôt possiblement positif s'il se tourne vers un armement français. Sachant que d'après ce que j'ai lu, il y a un institut qui a publié des informations sur l'armement et visiblement à 60% l'armement européen vient des Américains. C'est l'institut de référence en Suède sur l'armement dans le monde et il montre que ces 5 dernières années, on a acheté américain comme jamais. donc à suivre donc, évidemment. Il y a un petit changement de ce côté-là. Le courrier du cœur avant les infos tombées du camion. Le courrier du cœur, il y en a 2. Il y a Raphaël, une femme, qui écrit un post assez intéressant qui compare le coût pour faire, ça fait un peu le lien avec le coût pour faire appel à l'épargne des Français par rapport au coût pour l'État d'emprunter. Elle dit en fait finalement, l'État a plus intérêt à aller sur les marchés obligataires qu'à s'adresser aux Français, enfin s'adresser ou rémunérer l'épargne des Français. Voilà, donc là elle répond aussi, donc je pense que les gens ont vu, voilà, il y a plein on en avait parlé la semaine dernière, de propositions politiques en disant il faut puiser dans l'épargne des Français, il faut aller chercher le livret A. Pour financer l'effort de guerre. Voilà. Et donc ça renvoie à une idée, bon j'ai pas le temps de développer, mais qui intuitivement semble très juste, qui est de dire s'endetter quelque part c'est mal, on a de l'argent, prenons de l'argent qu'on a. Sauf que en fait l'épargne, c'est pas de l'argent qu'on a justement. C'est-à-dire que quand toi tu places ton argent dans ton livret A, dans ton assurance vie, il est plus là. C'est-à-dire que si tu touches un taux d'intérêt, c'est parce que cet argent, tu l'as prêté à quelqu'un d'autre. Et donc il n'est plus sur ton livret A. Et à la fin de l'année, on te verse des intérêts. Donc cet argent, quand on dit puiser dans l'épargne des habitants de France, c'est totalement faux. Parce que toute épargne est affectée. C'est la définition même de l'épargne. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est que l'argent qui est disponible, c'est l'argent qui est sur les comptes courants. Et que donc, si tu veux prendre de l'argent à un épargnant qui, par exemple, est sur le livret A, il faut que tu lui offres un taux d'intérêt plus élevé. Et ce qu'on peut juste constater aujourd'hui, c'est vrai aujourd'hui, ce ne sera peut-être pas vrai dans 6 mois, c'est que ça coûte moins cher à l'État français de s'endetter auprès des marchés financiers que de s'endetter auprès des épargnants de France. Donc, merci Raphaël pour ce post. Très bon. Il y a Julien Emer qui dit, y a-t-il, parce qu'on avait parlé la semaine dernière, des avoirs russes gelés, fallait-il les utiliser, enfin les mobiliser, pardon. Julien Emer nous dit, mais y a-t-il des avoirs français gelés en Russie? C'est toi qui as la réponse. Non, mais alors de fait, c'est effectivement Vladimir Poutine n'a pas attendu, si je veux dire,
il a répondu aux sanctions européennes en effectivement signant un décret présidentiel, effectivement mettant sous tutelle les actions, les actifs occidentaux. Non, mais c'est un argument quand même. Dès avril 2023, il y a des décrets présidentiels. En fait, il n'y a que des arguments pour saisir les avoirs russes. C'est qu'il y a toutes les entreprises françaises comme Danone, je crois que c'était aussi la Société Générale qui était très implantée en Russie et qui, en repartant, ont dû brader leurs actifs et donc ont perdu énormément d'argent, ce qui a bénéficié aux entreprises russes qui les ont rachetées, entre guillemets, pour une bouchée de pain. Donc en fait, c'est complètement dingue qu'on ne saisisse pas les avoirs russes. Et tu sais que tu rejoins, de ce point de vue-là, un certain prix Nobel d'économie. Gabriel Attal. J'en ai marre. Stiglitz, qui effectivement milite en faveur de cette mobilisation des actifs je l'ai appelé russes. Oui, alors justement, puisque tu parles, alors il ne s'agit pas d'un prix Nobel, mais il y a un livre que tu veux nous recommander plutôt que des news insolites de la semaine. En fait, le cousin Gilles nous propose un conseil de lecture. Parce qu'en fait, ça revient à cette histoire de taux d'emploi, et j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. De Thomas Coutreau, qui est un sociologue du travail que je suis depuis très longtemps, et Coralie Pérez. Redonner du sens au travail, une inspiration révolutionnaire aux éditions du Seuil, La République des idées, donc une collection absolument géniale. Ce qui est très très fort dans ces petits livres, c'est que c'est bourré de chiffres et de références. Il traite tous les thèmes, ce qu'on avait appelé la grande démission aux États-Unis il y a 2 ans. Oui, the big quit. Voilà. Le rôle du Covid dans le rapport au travail, il y a plein de statistiques, chacun peut se faire son idée. Il parle de toutes les méthodes mises en place par les entreprises pour effectivement améliorer la qualité du travail, ce qui s'appelle la responsabilité sociale des entreprises. Il parle d'un mouvement de patrons qui s'appelle l'entreprise libérée, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de chefs d'entreprise partout dans le monde qui se rendent compte qu'en fait, les gens sont beaucoup plus productifs quand on fait péter les bureaucraties, parce que je pense que les bureaucraties privées sont encore plus lourdes que les bureaucraties publiques, tous les managers, les directeurs, qui en réalité ne servent à rien, mais il ne faut pas leur dire, sinon ça leur fait beaucoup de peine. Et donc ils se sont rendus compte... Ça fait beaucoup de monde surtout. Oui, ça fait beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de monde. Et il y a des entreprises qui, d'un strict point de vue économique, se sont rendus compte, il y a une vidéo d'un boulanger là qu'on mettra par exemple, il y a une boulangerie où tout le monde fait un peu tout. Il n'y a pas de cadre. Il y a des boulangers et lui. Et ben, ils payent ces mecs 2 000 € net par mois. Ils ont, je crois, 2 mois de vacances, parce qu'évidemment, les boulots des cadres, pardon pour eux, j'adore leur taper dessus, je sais pas pourquoi, ça doit être de la jalousie, et ben, ça coûte très cher. Et en fait, il y en a beaucoup qui ne servent pas finalement à grand-chose, les DRH et compagnie. Et voilà, il y a plein d'exemples aussi de vie. Mais ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est pas très nouveau. Ça. Non. Tu vois, je pense que mais dans les années 60, on en parlait déjà. Le centre des jeunes dirigeants, les CJD, ils étaient sur ces idées-là déjà. Oui, enfin ils sont beaucoup droitisés quand même. Ils étaient, alors, depuis. À l'époque, c'était vraiment. Et Pierre Rosanvallon, avant de devenir un social-démocrate extrêmement mou, il nous avait écrit L'âge de l'autogestion. C'est pour ça que tu dis ça, c'est pas. Mais il n'y a rien de nouveau en économie, c'est toujours les mêmes idées qui reviennent. Non, mais c'est vrai. Mais voilà, c'est une synthèse passionnante sur une question qui nous concerne toutes et tous. Et ce que je veux dire aux petits amis de Rexecode, que j'aime beaucoup une dernière fois, c'est que si on souhaite vraiment qu'il y ait plus de gens qui travaillent, je pense qu'il faut lire ce livre. Mais tu nous as surtout dit qu'il ne s'agissait pas de souhaiter qu'il y ait plus de monde qui travaille, mais qu'on soit plus productif. Si. Parce que c'est comme c'est le projet. Alors si vous avez du temps à consacrer, n'hésitez pas à vous rendre à la Maison de l'Île-de-France dès le 27 mars. Il y a un débat passionnant sur les femmes et l'économie. C'est ouvert le 27 mars, c'est ici, c'est à 19h, c'est la Maison de l'Île-de-France de la Cité internationale universitaire de Paris que tu connais bien puisque tu y as passé un petit bout de temps. J'ai construit certains bâtiments effectivement. Dans ma jeunesse, en toute modestie. C'est assez réussi. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce double, triple quart d'heure. Merci pour votre patience. Et regardez les petits liens qu'on vous met, parce que vraiment, on vous met plein de ressources. Et surtout, j'insiste, mais n'hésitez pas à faire des commentaires, à poser des questions à Gilles. Tout à fait. L'idée, c'est de pouvoir y répondre. Et d'ailleurs, tu y réponds en ligne. Voilà, on essaye. Voilà, on essaie dans la mesure du possible. Donc, merci encore à vous. Dans la gentillesse et la courtoisie. Et la bonne humeur. Tout à fait. Merci beaucoup, Gilles. Et à bientôt. Et à le prochain épisode.